Le 27 septembre 2020, une guerre a éclaté au Karabakh, appelée plus tard la guerre de 44 jours. Elle se conclut par une défaite de l'Arménie et la victoire de l'Azerbaïdjan. En Arménie, la deuxième guerre du Karabakh est à raison considérée comme une catastrophe nationale. Cependant, l'élite politique de l'Arménie en est elle-même responsable. En 1992-93, l'Arménie occupe 20% du territoire internationalement reconnu comme étant celui de l'Azerbaïdjan. Une majeure partie de la zone d'occupation se situe en dehors de l'ancienne région autonome du Haut-Karabakh, qui n'existe plus, et où ne résidait ostensiblement aucune population arménienne. 4 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU appelant au retrait immédiat et inconditionnel des troupes arméniennes du territoire azerbaïdjanais sont adoptées. L'Arménie les ignore. Dans le cadre du groupe de Minsk et d'autres initiatives de négociation, de nombreuses propositions émergent. Les auteurs appellent l'Arménie à retirer ses troupes. Des négociations suggèrent le principe d'échange territoire contre un statut, notamment le statut du Haut-Karabakh. L'Arménie refuse de retirer ses troupes. L'Arménie est convaincue qu'elle peut se permettre d'occuper et de posséder un territoire étranger, d'expulser 1 million d'Azerbaïdjanais pour une durée infinie. Gérard Libaridian, historien arménien, diplomate, conseiller du premier président d'Arménie et négociateur pour le Karabakh en 91-97, déclarait « La communauté internationale dit ne pas reconnaître l'indépendance du Karabakh depuis la période de trêve. En théorie, elle le pourrait si l'Azerbaïdjan le faisait. Cependant, la Russie, la Turquie, l'Iran, les États-Unis et la France ont majoritairement proposé des options fondées sur l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. C'était évident. Ils nous le disaient depuis 30 ans. Par ailleurs, personne au monde ne s'appuyait sur le fait que nous puissions détenir ces 7 régions. Tous souhaitaient leur restitution sous certaines conditions. Cela constitue une preuve directe que c'est l'Arménie qui est entièrement responsable au regard du conflit. Au cours de la deuxième guerre du Karabakh, l'Azerbaïdjan libérait son propre territoire de l'occupation étrangère et insistait sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, une fiction sur le papier pendant près de 30 ans. Après l'expulsion du corps expéditionnaire d'occupation arménien du territoire azerbaïdjanais, un effroyable tableau s'est dévoilé sous les yeux de la communauté internationale. Plus d'un quart de siècle d'occupation arménienne, de vandalisme et de pillage. Sur les terres occupées, tout a été détruit et dévalisé. Les maisons, les écoles, les musées, les mosquées, et même les cimetières ont été profanés et saccagés. Erevan n'attendait, ni même ne prévoyait un tel résultat. L'Arménie se préparait à annexer de nouvelles terres azerbaïdjanaises. Il existe des preuves directes de cela. 31 mars 2019, New York, le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, rencontre des représentants de la diaspora arménienne des États-Unis et déclare « Aujourd'hui, j'ai changé la formulation de territoire pour la paix en nouvelle guerre pour de nouveaux territoires. Il n'y aura pas de concessions. Des compromis restent possibles. Nous allons en finir avec cette situation de tranchée, nous orienter vers une défense systématique et augmenter le nombre d'unités pouvant lancer des combats en territoire ennemi. » Rapidement, Nikol Pachinian, Premier ministre arménien, confirme que la déclaration de Tonoyan s'inscrit pleinement dans sa politique. Si ce n'est pas déclarer une nouvelle guerre et annexer de nouveaux territoires, alors qu'est-ce donc ? Le 5 août 2019, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian se rend au Karabakh azerbaïdjanais occupé. Erevan y organise des jeux pan-arméniens. Lors d'ouverture de ces jeux, Nikol Pachinian déclare « Le Karabakh, c'est l'Arménie, point barre ». Beaucoup sont convaincus que cette phrase a tout simplement brisé le processus de négociation. Il est devenu évident que l'Arménie n'avait pas la moindre intention de discuter de quoi que ce soit pouvant favoriser les négociations et le règlement du conflit. 12 juillet 2020, l'Arménie orchestre une provocation armée à Tovuz, à la frontière avec l'État d'Azerbaïdjan. Plusieurs centaines de kilomètres du Karabakh, où d'importants oléoducs et gazoducs d'exportation traversent un isthme étroit entre la frontière et un lac de barrage. Selon Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, les combats ont été engendrés par une tentative de l'Arménie de s'avancer à proximité des pipelines d'exportation azerbaïdjanais. Cette tentative d'avance a été déjouée. 25 août. En Arménie, le Parlement promulgue une loi sur la création d'une milice populaire. Septembre 2020, l'épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, Anna Akobian, se rend au Karabakh occupé, avec un groupe de femmes, pour un entraînement militaire. Voilà une autre déclaration de Gérard Libaridian à ce sujet. Notre administration, l'administration Terpetrosian, a misé sur la paix. Et les administrations suivantes, en particulier la dernière, c'est-à-dire celle du cabinet de Pachinian, ont misé sur la guerre. Les administrations suivantes ont également négocié, mais dans l'idée que, sans succès, ils en reviendraient à la guerre. Et Pachinian a pris une décision,
Faute de résultats, pas d'autres alternatives que la guerre, alors faisons la guerre et nous allons la gagner. Erevan comptait sur une réplique de la guerre du début des années 90 et ne doutait pas de la victoire. Mais en réalité, l'Arménie a perdu cette guerre. Quels étaient les plans de bataille de l'Arménie ? 2 juillet 2020, Factor.am, site web arménien, publie une interview de Vagarchak Aroutyunyan, à l'époque général à la retraite et ancien ministre de la Défense d'Arménie. La guerre n'est pas encore terminée. Nous devons comprendre et vivre avec cette pensée et cet état de fait. Puis, Aroutyunyan s'est fait menaçant, racontant de quels missiles l'Arménie dispose. Nous pouvons atteindre Bakou et l'ensemble des infrastructures pétrolières. Notre force de frappe est capable de détruire le potentiel économique de l'Azerbaïdjan, concentré dans 3 villes, Bakou, Sumgait et Kirovabad, Ganja. Considérons qu'il s'agit là de son avis personnel. Mais le 19 août 2020, Vagarchak Aroutyunyan a été nommé conseiller en chef du Premier ministre arménien. Parallèlement à sa nouvelle nomination, les dirigeants séparatistes du Karabakh menacent l'Azerbaïdjan de frappe, sur Ganja et sur le barrage de la centrale hydroélectrique de Mingetchevir. Le soi-disant président du Haut-Karabakh, Araik Aroutyunyan, menace de frapper Ganja. De la défense, Levon Emtsatsakian promet quant à lui des frappes sur le barrage de la centrale hydroélectrique de Mingetchevir. 27 septembre, les troupes arméniennes commencent à bombarder toute la ligne de front, tuant et blessant des Azerbaïdjanais. Dès le 4 octobre, comme annoncé par les dirigeants séparatistes, l'Arménie lance des missiles et frappe Ganja. Mingetchevir, la plus grande centrale hydroélectrique du Caucase du Sud, est également sous le feu. Vagarchak Aroutyunyan, en personne, raconte aux journalistes russes que l'Arménie entend ainsi faciliter la prise des villes azerbaïdjanaises. Главный советник премьер-министра Пашиняна Вагаршак Аroutyunyan говорит, в случае продолжения обстрелов карабахских городов, удары по позициям противника в тылу могут возобновиться. Cependant, la nouvelle guerre pour de nouveaux territoires n'a pas porté ses fruits. L'armée azerbaïdjanaise a lancé une contre-offensive et libéré les territoires azerbaïdjanais auparavant occupés par l'Arménie. Le 9 novembre, Erevan signe la capitulation. Et le fait que l'Arménie ait perdu cette guerre ne signifie pas qu'elle n'est pas responsable de son déclenchement.